Elle va très loin, donc elle va vers faire la promotion de cette langue, de cette culture, de cette identité pleinement à travers ses émissions de radio, à travers les interprétations, les concerts qu'elle va faire. Elle va même participer et être peut-être à l'initiative de la création de la première académie berbère avec celle des intellos entre guillemets, avec Mouloud Mamri et son appartement sera même le siège. Tout à fait. Donc l'Académie berbère est née donc dans son appartement parisien. Elle était membre avec d'autres militants engagés pour la cause berbère à l'époque. Et donc ils vont mener ce combat et là va commencer aussi un autre travail intellectuel, celui de fixer la langue berbère, Tamazight, comme on dit, et fixer donc proprement dit linguistiquement cette langue dans le paysage nord-africain. Ça c'est donc je parlais avant donc de son travail, de cet aspect sous la colonisation ici en France, de son engagement. Plus tard elle va essayer de renouer, d'espérer, on va dire, pas de renouer, parce que le lien n'a jamais été coupé avec l'Algérie, avec la Kabylie. Il y a eu toujours ce désir de retourner, et même de chanter, de contribuer, de faire émerger des savoirs locaux, les faire connaître des publics européens, notamment français. Elle va donc espérer, après l'indépendance, avoir une place dans ce paysage algérien, de cette Algérie naissante, après l'indépendance. Donc, mais elle sera déçue, triplement déçue, par l'accueil qu'elle va avoir, notamment au Festival panafricain en 1969. Où il a été beaucoup question donc de se tenir à carreau, de ne pas trop parler. Elle n'a pas été invitée d'ailleurs, elle s'est rendue sans être invitée. Oui, elle a forcé d'ailleurs les autorités algériennes de... Elle a forcé parce que il y a aussi le fait qu'elle ait participé aussi à un festival au Sénégal qui s'appelle le festival en 66, Festival des Arts Nègres. Elle était invitée par Senghor. Encore l'Afrique. Oui, par Senghor. Et donc il y avait quelques rivalités entre le pouvoir algérien de l'époque, dans ces années de l'après-indépendance, entre le Sénégal, notamment le leader Senghor, Léopold Senghor, qui lui était pour le principe, le concept de la négritude, avec des dimensions de rapprochement de l'ancien colonisateur, c'est-à-dire ne pas couper avec l'ancien colonisateur, notamment la France, et avec les principes donc de l'Algérie et son rapport avec la France. Donc il y a cette différence entre les deux. Et Taous Amrouche, par sa participation, par l'acceptation qu'elle a fait de l'invitation de Senghor à ce festival en 1966, elle sera boycottée par les autorités algériennes. Elle sera sanctionnée et punie. Pourquoi elle a participé donc à ce festival au Sénégal et elle ne sera pas invitée au Panafricain d'Alger, au Festival Panafricain d'Alger, mais elle s'y rend quand même et elle était là et on lui explique, on lui fait comprendre qu'elle doit donc se tenir silencieuse, ne pas... pas de scène officielle. Pas de scène officielle, elle ne doit pas chanter, elle n'a pas été invitée à chanter, à présenter ses chants, ni à parler de son frère, de l'apport de sa famille, de l'engagement de Jean Amrouche pendant la guerre d'Algérie. Tout cela donc a beaucoup affecté Taous. Et il se trouve que des militants comme Hend Saadi et bien d'autres militants de la cause amazigh de l'époque
l'ont été touchés par l'accueil qui lui a été réservé par les autorités algériennes et ils ont organisé dans la foulée un contre-festival à la cité de Ben Aknoul où ils l'ont emmenée, donc où elle a chanté, où elle a présenté donc ses chants à un public amazigh, kabyle et algérien tout court. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs à ce propos, parce qu'effectivement 69 c'était un moment important peut-être pour elle dans cette rencontre avec un public quand même et une jeunesse militante en l'occurrence berbériste, est-ce qu'on peut dire qu'elle est dans une certaine mesure, c'est un passage de témoin parce que c'est cette génération-là qui va éclore dans les années 73 avec notamment Idir, Avavainouva, Mouahia qui arrive en France. Voilà. Donc est-ce qu'il y aurait un passage de témoin entre Tahoser Amrouche et cette génération qui va être si importante dans les années 70-80? Vous avez raison, et ça s'est produit, le passage du témoin s'est produit. Salim Chaker le raconte aussi lors de son arrivée ici en France, donc sa rencontre avec Tahoser Amrouche, et puis cette transmission involontaire, j'allais dire involontaire, qui s'est faite à Alger. C'était improvisé, rien n'a été prévu, mais c'était les circonstances qui ont poussé donc ces jeunes militants, à l'époque encore dans la clandestinité, parce qu'on n'était pas encore complètement dans la revendication publique, mais c'était un travail dans l'ombre, notamment Mouloud Mamri et tous les militants berbéristes amazirs de l'époque. Donc il y a ce passage de témoin qui s'est fait involontairement. Il y a cette jeune génération aussi, donc qui était assoiffée, qui était là et demandeuse de savoir, de se représenter, de se voir reconfiguré dans cette Algérie nouvelle de l'après-indépendance. Mais bon, on connaît la suite et on sait comment ça s'est fait. Mais si on doit reconnaître à Tahoser, oui, quand elle parle au fait de cette jeune génération qu'elle connaît notamment à Paris, qu'elle reçoit à la radio, qu'elle est invitée aussi, notamment par l'analyse parfois, par la présentation des œuvres de certains écrivains et écrivaines d'Afrique du Nord, notamment d'Algérie, il y a ce désir, cette volonté aussi de transmettre et de passer le flambeau, comme vous le disiez. Il y a une chose, dans son souci de transmettre, dans son souci effectivement de verticalité, c'est-à-dire d'attachement, si ce n'est aux racines, du moins aux origines, pour paraphraser Amin Malouf, cela se fait à travers la langue, essentielle, cela se fait à travers les contes et les proverbes, notamment via sa mère, cela se fait via le chant, et le chant des femmes en particulier, mais j'ai l'impression aussi une certaine sagesse, une éthique de comportement, parce que il semble que finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure lorsqu'on parlait de la mort, de son enterrement, etc., elle semble être restée très attachée à une sacralité quasi permanente, quotidienne. Un objet peut-être sacré, un lieu peut-être sacré, et peut-être c'est aussi cet aspect des choses qui transpirent dans toute sa vie, peut-être dans son œuvre. Mais c'est-à-dire qu'il y a les éléments tangibles que l'on connaît tous, la langue, les proverbes, une certaine sagesse, etc., etc. Et puis il y a un rapport au monde. Chez Tahoser Amrouche. Et dans quelle mesure cet aspect des choses transpire dans son œuvre et dans sa démarche. Elle en parle, je crois, à un moment dans la fin des Carnets intimes, justement. C'est le monde tel qu'il devient, où elle ne s'y retrouve pas, quoi. Elle est rattachée à une certaine éthique, comme vous le disiez. Cette éthique, on peut la retrouver, par exemple, dans l'aspect qu'elle a fait des chants. Elle les a voulu tellement authentiques, tellement pures, tellement à la tradition dans laquelle elle les a reçues, de la bouche de sa mère, et sa mère encore de la bouche de la grand-mère de Tahoser, de la mère Aini, et ainsi de suite. Donc il y a cette volonté de les garder intactes dans leur authenticité réelle. Elle aurait pu, comme disait sa fille Laurence Bourdil, devenir très riche, gagner des montagnes d'argent avec ses chants, mais elle devait les
transformer, apporter des nouveautés, de la modernité dans ses chants. Elle, non, elle a refusé. Elle les a gardés tels qu'ils étaient, tels qu'elle les a reçus, et tels qu'ils ont été transmis de génération en génération. Donc cet aspect d'authenticité, on va le retrouver. Donc cet aspect d'authenticité, on va le retrouver dans toute sa trajectoire, dans toute son œuvre, qu'elle soit littéraire ou artistique, et même dans sa façon d'être au monde. Cette authenticité, elle sera son exigence dans les amours, par exemple, avec son mari, le peintre André Bourdil, avec les relations qu'elle a eues bien avant le mariage. Elle en parle dans certaines de ses relations, notamment son fiancé qui va tarder à concrétiser le mariage, parce qu'elle exigeait de lui une authenticité, une complétude qu'elle ne va pas retrouver, donc ce qui va mener la relation à son échec. Donc le mariage ne sera pas concrétisé. Donc plus tard, cette exigence, elle va la refléter. Non seulement elle va la pratiquer sur elle-même, mais elle va aussi la projeter sur son entourage, c'est-à-dire son mari André Bourdil, plus tard sur son amant Jean Giono, sur son frère parfois. J'analyse la relation frère et sœur dans le livre. On va retrouver cette exigence qu'elle a à elle-même, mais aux autres aussi, d'atteindre cette complétude, d'atteindre cette authenticité. Être pleine comme une orange. Voilà. C'est le terme. C'est ça, c'est ça. Pleine enfin, ça a des significations sexuelles, mais les connotations qu'elle va donner à cette exigence, par exemple vis-à-vis de son frère, c'est elle va lui demander, elle va exiger de ce frère qu'il prend son rôle de frère entièrement, alors qu'elle elle est ambiguë sur ces deux points. Elle est entre la tradition, la modernité, mais elle a aussi ce désir d'être à la fois émancipée, indépendante, autonome, libre, mais elle a aussi cette exigence donc d'être la protégée de son frère. C'est le frère. C'est le frère, c'est le grand frère. Et ça en kabyle, ça a sa signification dans le livre et même dans ses carnets. Elle dit le sang ne peut devenir farine. C'est-à-dire, dans la langue kabyle, en kabyle, ça a une signification, c'est-à-dire, on ne peut pas transformer quelque chose de mauvais en bon, ou l'inverse d'ailleurs. Il est bon parce qu'il est bon, de par sa nature, mais il peut être mauvais aussi, et on ne peut pas le changer, et perdre son temps à changer quelqu'un ou quelque chose, une situation, et relève d'une perte de temps. Donc Tawas, elle sera exigeante sur tous ces points, et elle va le porter aussi donc dans sa vie, elle va le vivre, elle va en faire comme une philosophie de vie, comme disait écrivait plutôt une universitaire sur cet aspect philosophique qui habite Tawas dans son œuvre littéraire, dans son œuvre artistique, mais dans sa vie aussi, dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres. Elle a souhaité retrouver cette entièreté, cette complétude, cette authenticité dans tout ce qui l'entoure. Alors on en sens aujourd'hui Tawas Amrouche un peu partout. Ça n'a pas toujours été le cas pour la malheureuse famille Amrouche. Vous l'expliquez tout à l'heure pourquoi, en raison notamment de la chrétienté de la famille. Mais
si on était vraiment honnête, son héritage est exigeant, est très exigeant, sur le rapport culturel, sur la nécessité d'ouvrir, sur la nécessité des hybridités, sur la relation à l'autre, etc., etc. Pour des responsables associatifs, par exemple, des animateurs socioculturels, de se dire aimer Amrouche, ça veut aussi, dans le cadre d'une politique, d'une pratique culturelle, c'est exigeant. Ça suppose effectivement d'avoir une approche d'ouverture, l'écoute de l'autre, une disponibilité, une exigence aussi quant à la défense de certaines revendications ou une façon d'être. Revendiquer par exemple en France le fait que l'immigration ou les enfants ou les petits-enfants de l'immigration algérienne sont aussi des Kabyles et qu'ils ont une culture, qu'ils ont une langue, etc., etc. Mais le faire dans l'ouverture. Cette ouverture, au fait, elle se situe soit dans notre rapport, je parle en général, puis je vais venir à Tawas en particulier. Cette ouverture, elle sera peut-être l'aspect que va revêtir notre engagement dans cette communauté, dans cette immigration algérienne en France, notamment kabyle, par le maintien de la culture, de la langue. Et on le voit aujourd'hui, avec certaines déclarations, de comment minimiser une langue par rapport à une autre, privilégier une langue par rapport à une autre. Pourtant, l'immigration kabyle est assez ancienne en France et bien des acteurs kabyles, des acteurs de la vie associative ou des acteurs politiques kabyles ont existé dans ce paysage français. Donc exiger que sa culture soit reconnue, soit étudiée, soit parlée, soit mise en valeur, est assez légitime, on va dire, est assez légitime. C'est une immigration qui date d'il y a très longtemps, donc l'immigration kabyle a beaucoup donné aussi à la France, en termes intellectuels, mais en termes de main-d'œuvre, etc. Aujourd'hui, exiger sa reconnaissance, son existence dans le paysage linguistique français est tout à fait légitime. Bien, pour revenir à Tawas, il faut toujours se mettre dans le contexte. Alors, le contexte des années 50, donc on est dans la colonisation, et malgré cela, elle a tenté, elle a essayé, avec tous les moyens qui lui sont donnés, offerts, notamment par la radio, par certaines conférences, par les articles, par ses échanges avec les intellectuels français de l'époque. Donc de promouvoir cette identité, cette culture, de la mettre en avant. Donc c'était ça. Plus tard, après l'indépendance, elle n'a pas vécu très très longtemps, mais en tout cas jusqu'à sa mort, elle a défendu donc l'existence de cette identité pleinement et originaire, et par des conférences aussi, par chaque mini-conférence qu'elle donne au début de chaque interprétation de ses concerts. Elle la met donc en valeur, elle transporte ce public qui l'écoute, elle apprend à ce public qui l'écoute des choses qui peuvent être mal comprises ou qui ne sont pas du tout connues d'ailleurs, mis à part quelques intellectuels, André Breton, André Gide, et pour ne citer que les plus connus, qui seront donc mis au parfum de cette culture, de cette langue, de cette identité, et qui, après donc l'indépendance, sera
très enfermés et, en Algérie, et la France devient donc ce terreau où on va développer. On a vu des Katab Yassine, des Mouloud Mamri qui après les indépendances ont plus travaillé donc dans l'immigration, dans l'immigration française en France, cet aspect donc de revendication de la langue amazigh. Dernière question, mais je pense qu'on a la réponse. Si vous deviez conseiller un premier livre à lire de Tahoser Hamrouche, ce serait lequel? Ça sera Solitude, ma mère. Ah, voilà, je m'attendais à Jacinthe Noir. D'accord. Oui, oui. Jacinthe Noir, c'était dans le cadre de mes recherches. Je lui donne une place très importante, comme je le rappelais. Donc, c'était le premier qui a ouvert la voie de l'écriture des femmes d'Afrique du Nord, des femmes algériennes en général. C'est aussi celui par qui Taous a mis un pied dans l'écriture, dans la littérature. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en priorité et je lui ai donné une place importante. Mais pour celui qui veut donc approfondir sa connaissance du personnage de Tahoser Hamrouche, en tant que femme, mais en tant que Kabyle, Amazigh, en tant que femme universelle, on va dire, il me semble que Solitude, ma mère résume toutes les thématiques, toutes les souffrances, toutes les joies qui ont traversé sa vie, qu'elle a connues, qu'elle a vécues, qu'elle a aimées de toutes ses forces. Donc voilà. C'est donc son dernier livre qui est paru après sa mort, Les Posthumes. Oui. Et je crois que tous ces livres sont réédités par les éditions Joël Gospel. Joël Gospel, oui. C'est ça, voilà. Qui avait fait le même travail d'ailleurs pour Albert Khosri, l'auteur égyptien. Le vôtre, il est édité aux éditions Fauve. Oui. Il est disponible donc chez notre partenaire, la librairie Maronite, qui est juste à côté de la CD. Vous pouvez le commander ou en disposer sur place parce qu'il a quelques ouvrages à disposition. Akila Kizi, merci infiniment. Je vous remercie. Et j'espère que nous nous retrouverons pour d'autres sujets et d'autres travaux. Vous êtes souvent en train de... Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Marguerite Tahoser Hamrouche.